Tout juste midi à Alger, l'information sur Al24 News à la une de l'actualité. Deux jeunes Palestiniens âgés de 16 ans et 25 ans tombent en martyrs sous les balles de l'occupationniste lors d'une incursion au camp de Aqaba Jabr à Ariha. Au Niger, les Nations Unies réagissent aux déclarations des militaires du CNSP quant au plan d'inculpation du président Bazoum. New York se dit très préoccupé. En Russie, un tragique incendie intervenu au niveau d'une station-service au Daghestan fait un triste bilan d'au moins 35 morts. Et enfin, le pétrole qui caracole au-dessus des 86 $ le baril de Brent. La tendance haussière se poursuit pour la deuxième semaine consécutive. Madame, Monsieur, bonjour. Qusay Omar El-Welji, 16 ans, et Mohamed Rebhi Najoum, 25 ans, sont les noms des deux derniers martyrs de la barbarie sioniste en Palestine occupée. Les deux jeunes sont tombés sous les balles des forces de l'occupationniste très tôt ce mardi, à la suite d'une nouvelle incursion opérée dans le camp de Aqaba Jabr à Ariha, en Cisjordanie occupée. Ils ont été ciblés par des tirs nourris à balles réelles qui leur auront ôté la vie. Le nombre total de martyrs palestiniens assassinés par les forces sionistes dans ce camp depuis le début de l'année s'élève désormais à 11. Et lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu hier du ministre des Affaires étrangères danois Lars Løkke Rasmussen, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a abordé avec son homologue la préparation de la 20e session de la conférence ministérielle des pays africains et pays nordiques devant se tenir à Alger du 16 au 18 octobre prochain sous le thème renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes. Dans un autre registre, Rasmussen a exprimé à son homologue algérien ses regrets et excuses pour la vague criminelle d'autodafé du Coran devant les ambassades de pays musulmans, y compris l'ambassade d'Algérie à Copenhague. Le chef de la diplomatie danoise a d'ailleurs informé Ahmed Attaf que le gouvernement danois finalise aujourd'hui le texte de loi devant mettre fin à ces pratiques inqualifiables. Et dans le dossier nigérien, les Nations Unies qui réagissent aux déclarations faites par les militaires du CNSP, auteurs du coup d'État au pays, rappelons-le, concernant leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Par la voix de son porte-parole, l'ONU se dit très inquiète quant à de telles informations. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour. C'est évidemment une déclaration très inquiétante. Nous restons extrêmement préoccupés par l'état de santé, la santé et la sécurité du président et de sa famille. Et encore une fois, nous demandons sa libération immédiate et sans condition et sa réintégration en tant que chef de l'État, bien sûr. Et même son de cloche du côté des États-Unis, Washington se dit, quant à elle, incroyablement consterné par de telles informations. Nous sommes incroyablement consternés par les informations selon lesquelles la détention injuste du président Bazoum a pris fin et est même allée plus loin. Maintenant que le CNSP menace de poursuite, cette action est totalement injustifiée, franchement. Elle ne contribuera pas à une résolution pacifique de cette crise. C'est un affront supplémentaire, à notre avis, à la démocratie et à la justice et au respect de l'état de droit. Le Niger est en mesure de surmonter les sanctions imposées à la suite du coup d'État, même si elles représentent un défi injuste.
C'est ce qu'a assuré le Premier ministre nommé par les militaires du CNSP, Ali Mahaman Lamine Zaïn, dans une interview accordée lundi aux médias allemands Deutsche Welle. Le chef du gouvernement installé par les militaires au pouvoir a déclaré qu'il souhaitait avant tout que le Niger reprenne une vie normale. Pourquoi il faut être inquiet? La vie de l'être humain, elle est faite de défis. Et nous pensons que même si c'est un défi qui est injuste, qui nous a été imposé, nous devrions être à mesure de nous mettre ensemble pour le relever. Et nous allons le relever, Inch'Allah. Il n'y a aucune crainte de ce point de vue. Le peuple nigérien est déterminé. Et je pense que sous la houlette du chef de l'État et de toute l'équipe autour de lui, avec le soutien de toute notre population, mais surtout avec l'aide de Dieu, ça ira, Inch'Allah. Selon le Premier ministre nigérien, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie se dit ouvert au dialogue et annonce ne pas y être opposé tant que le Niger n'est pas agressé. Avant même que cette délégation ne vienne, le chef de l'État a clairement dit qu'il n'a jamais été fermé. Quel intérêt il a à se fermer vis-à-vis de toute initiative qui va dans le sens de servir ces populations? C'est parce qu'on nous a imposé ce défi qu'il a dit qu'il faudrait évidemment que nous nous asseyions. Et cette délégation qui est venue, vous avez bien vu, ce sont les plus grands oulémas du Nigeria et même du continent, nous reconfortent. Ça nous reconforte parce qu'ils sont le porte-voix d'un compartiment de la société nigériane. Au-delà de ça, vous avez même les parlementaires nigérians qui se sont réunis et qui ont clairement dit leur désapprobation sur toute idée. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni hier pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier, réunion à l'issue de laquelle aucun accord n'a été trouvé. À noter que les initiatives de médiation se multiplient afin de trouver une issue pacifique à la crise politique au Niger, installée depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Le Burkina Faso et le Mali avaient déjà exhorté le Conseil d'user de tous les moyens à sa disposition pour éviter toute intervention militaire au Niger. Partons au Mali où l'armée affirme avoir récupéré une base de la mission des Nations Unies dans le pays. Il s'agit du camp de Ber qui a été récupéré dimanche dernier aux environs après de nombreux incidents ayant émaillé le mouvement des unités maliennes. A noter que le départ de Ber des casques bleus burkinabés qui l'occupaient était programmé dans le cadre du retrait de la MINUSMA d'ici à la fin de l'année, avec un premier départ intervenu le 3 août à Ougoussaougou. En Tunisie, au moins 5 migrants sont morts et 7 autres sont portés disparus après le naufrage d'une embarcation de fortune partie lundi des côtes de Sfax dans le centre-est du pays. Le bateau sur lequel avaient embarqué 35 personnes a chaviré peu de temps après son départ. 23 personnes ont tout de même pu être secourues. Actualité au Moyen-Orient également, les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation de 4 nouveaux suspects après l'interpellation dimanche de l'auteur d'une fusillade contre un sanctuaire chiite dans le sud du pays, ayant fait, rappelons-le, 1 mort et 8 blessés. Téhéran condamne cet acte et pointe du doigt une force étrangère. Ces terroristes tentent de se venger du peuple et des citoyens iraniens pour les coups durs que la République islamique et ses courageuses forces de sécurité iraniennes ont infligés au terrorisme au cours des dernières années. Certaines puissances mondiales ont utilisé ces groupes terroristes comme un moyen de gagner en influence et d'avoir une présence dans la région et d'apporter des changements politico-sécuritaires. Et les Nations Unies qui ont condamné l'attaque qui a ciblé le sanctuaire chiite de Shiraz, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement cette attaque terroriste, la deuxième du genre, au cours des 10 derniers mois. C'était en titre, en Russie, un incendie intervenu dans une station de carburant d'Aguestan, au sud du pays,
a fait au moins 35 morts. L'incendie s'est déclaré lundi soir dans un atelier de réparation automobile au bord d'une autoroute et a provoqué des explosions en se propageant à la station-service voisine. Plus de 100 personnes ont également été blessées, dont l'explosion, dont 13 enfants, selon Interfax. Dans une lettre adressée au président nord-coréen Kim Jong-un à l'occasion du 78e anniversaire de la libération de la Corée du régime colonial japonais de 1910 à 1945, le président russe Vladimir Poutine a promis de renforcer la coopération entre les deux pays. Je suis sûr que nous renforcerons la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien-être des deux peuples et la stabilité, ainsi que la sécurité ferme de la péninsule coréenne et de toute l'Asie du Nord-Est. C'est en effet ce qu'a déclaré Poutine dans sa lettre. Dans le conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu lundi sur la ligne de front pour rendre visite à ses troupes au quartier général de la brigade dans la région de Donetsk. Selon son site internet, Zelensky a visité des brigades impliquées dans des attaques sur la section de la ligne de front face à Soledar, la ville sous contrôle russe au nord de Bakhmout. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du président ukrainien montrait le chef d'État et son principal assistant parlant à des soldats dans une pièce avec des écrans qui avaient été pixelisés. L'Ukraine, justement, qui revendique quelques gains dans l'Est et le Sud du pays, de petites avancées dans le cadre de sa contre-offensive, lancée il y a un peu plus de 2 mois pour libérer ces territoires occupés par la Russie. Dans l'Est, la bataille pour Bakhmout continue de faire rage, et ce depuis 1 an. Prise en mai par les Russes, après des mois de sanglants combats, ce sont désormais les troupes de Moscou qui sont sur la défensive dans cette cité ravagée, devenue un symbole de la guerre. Et le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré hier à l'ouverture de l'exposition Army 2023 que les armes russes montraient leur efficacité en Ukraine, affirmant également que les armes occidentales très médiatisées s'étaient révélées loin d'être parfaites au cours des combats. Dans des scénarios réels, nos armes font preuve de fiabilité et d'efficacité. Dans le même temps, les armes occidentales très médiatisées se sont révélées loin d'être parfaites. L'industrie russe de la fabrication d'armes s'est non seulement rapidement adaptée au travail sous la pression féroce des sanctions, mais a également augmenté son pouvoir plusieurs fois dans certaines zones. Puis un mot sur les prix du pétrole qui se maintiennent à un niveau très élevé depuis la semaine dernière et à la suite de l'annonce par l'Arabie Saoudite ainsi que de la Russie du prolongement d'1 mois des coupes sur la production. Le baril de Brent affichait ce matin, peu après l'ouverture, un prix supérieur à 86 $. Le Premier ministre letton Krišjānis Kariņš a annoncé sa démission. Le désormais ex-chef du gouvernement invoquait hier un manque de dynamique et la nécessité d'une nouvelle coalition gouvernementale. Le Premier ministre de la Lettonie depuis 2019, Kariņš, a récemment tenté d'élargir la coalition en invitant les progressistes, partis de gauche social-démocrate, à rejoindre le gouvernement, mais il a dû faire face à de vives critiques au sein du bloc au pouvoir. C'est la fin de ce bulletin d'information. Excellent après-midi sur Al 24 News.